Le 15 septembre 1985, à Poincy, près de Nancy, c'est l'horreur. On découvre dans une valise, immergée, lestée d'un parpaing, non pas un corps, mais un tronc, enveloppé dans du sac poubelle. Il n'y a ni la tête, ni les bras, ni les jambes. Tout a été retiré, découpé. On identifie le corps comme étant celui de Bernard Etier. La valise est la sienne. Il y a peu d'indices et pourtant, tous les regards et tous les soupçons se portent sur une seule personne, Simone Weber. Mais qui est donc cette mystérieuse femme? Ancienne maîtresse de Bernard Etier, elle entretient avec lui une liaison en 1982. Elle se passe très mal et se termine brusquement. Très rapidement. La fille de Bernard mène l'enquête, persuadée que la femme qui faisait peur à son père est à l'origine de sa disparition. Ça faisait un petit moment que je voulais faire une vidéo sur cette affaire. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est lors d'un visionnage d'un Fait entrer l'accusé que j'avais vu il y a des années et j'avais vraiment envie d'en parler parce que ça m'avait vraiment choquée. Dans cette émission, Simone était apparue souriante, clamant son innocence, très calme, avec une sérénité déconcertante. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ce Fait entrer l'accusé qui, je pense, est toujours disponible sur YouTube si je me trompe pas parce que c'est très intéressant. Ce visionnage vous montrera à quel point sa personnalité est une énigme. Si tu aimes les vidéos de faits insolites, de true crime, de paranormal mais aussi de l'anglais parce que l'anglais est plus important que tout, je ne le dirai jamais assez, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager mais aussi à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça me montre que vous aimez tout simplement. Et n'hésite pas à faire aussi un tour sur mes réseaux sociaux, sur Instagram notamment et sur TikTok, j'y mets des vidéos inédites. Mais je te laisse avec le générique. On sait peu de choses sur l'enfance de Simone Weber. Elle naît en 1929 à Ansville, en Lorraine. Son père est mécanicien et sa mère ouvrière. Bien que cela soit peu répandu à l'époque, ses parents divorcent lorsqu'elle atteint l'âge de 4 ans. La garde des enfants est alors partagée entre le père et la mère. Donc chacun prend 2 enfants. La mère qui est malade garde 2 enfants et le père garde Simone et sa sœur Madeleine. Elles vont nouer un lien qui les liera jusqu'à l'âge adulte, un lien spécial et vous allez voir que ça va être déterminant pour la suite de l'histoire. Madeleine et elle se soutiennent coûte que coûte et Simone s'entend bien avec la nouvelle compagne de son père. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Madeleine et Simone sont proches à un point tel qu'elles vont même épouser 2 frères. Les Thio. Simone aura 5 enfants, mais son mariage se passe mal. En effet, son mari est un petit peu accro à la boisson et elle finit par le mettre à la porte. Logique. Elle divorce dans les années 60 et Simone doit faire des emplois de fortune, des petits boulots pour entretenir ses petits. Puis elle va vivre des véritables drames. Sa fille Catherine va décéder en 1968. La cause, une intoxication au sirop, donc c'est du Terralène, contre la toux et des allergies. Et comme si cela n'était pas assez, son fils Philippe décédera un jour avant son service militaire, suicidé d'une balle dans la poitrine, à 22 ans. Simone est bouleversée, et on la comprend, et va sombrer peu à peu dans la mythomanie et la paranoïa. Elle pense que toutes les institutions sont liguées contre elle, et elle va même s'engager dans le combat maoïste. Simone continue à nourrir tant bien que mal ses 3 enfants. Elle a même créé un journal gratuit. Elle est aussi couturière, démarcheuse et représentante de marque. Mais en réalité, niveau professionnel, elle est plongée jusqu'au cou dans le mensonge. Simone prétend même être aide-soignante ou encore professeure de philosophie, tout en retapant illégalement des voitures d'occasion. C'est aussi un faussaire dans l'âme. Les policiers, plus tard, découvriront chez elle
une véritable annexe de mairie. Tout est faux. Les tampons, même des fausses ordonnances, des faux décrets, des faux actes de naissance, tout y est, l'attirail du faussaire. Un tournant décisif dans sa vie va s'opérer en 1977. Simone Weber a alors 48 ans et est à la recherche d'un nouveau travail. Et oui, pour la changer un petit peu de ses voitures retapées illégalement. En sillonnant les annonces, elle va tomber sur l'annonce d'un certain Marcel Fixard, un militaire à la retraite, veuf, sans enfant, qui vit dans sa maison près de Nancy. Il a 81 ans et recherche une dame de compagnie, une dame de service. Bien qu'elle ne corresponde pas du tout aux critères, elle se fait passer pour une femme divorcée sans enfant, mais oui, bien sûr, ainsi que pour une prof de philosophie à la retraite. Pour elle, c'est l'aubaine. L'homme est aisé et vous allez voir que les ambitions de Simone vont vite dépasser celles de la simple dame de compagnie. Le 22 avril 1979, en effet, elle va changer de nom et s'appeler Simone Fixard, vu qu'elle va épouser Marcel. Ce mariage laisse tout le monde pantois. Personne n'était au courant de leur idylle, de leur amour, et personne n'a été invité au mariage, surtout. Tout s'est déroulé dans le plus grand des secrets, à Strasbourg, à 100 km de Nancy. 3 semaines plus tard, plus curieux, Marcel décède. On disait pourtant de lui qu'il avait une santé de fer et qu'il était toujours en forme. La réalité est dérangeante. Simone s'est en fait mariée dans la plus grande illégalité avec un figurant se faisant passer pour Marcel. Génial. Et lui meurt étrangement 3 mois plus tard, comme par hasard, après que Simone se soit mariée avec ce figurant moyennant finances et faux papiers. Simone fabrique un testament et hérite d'une maison à Rosières-aux-Salnes, près de Nancy. Lors du procès ultérieur de Simone Weber, un juge va se pencher sur cette histoire, intrigué par cette mort plus que suspecte. Nous en parlerons plus tard. 3 ans plus tard, Simone, forte de son nouvel héritage, obtenu de façon plus que malhonnête, rencontre Bernard Etier. L'homme fait des petits boulots, il rend service aux gens, il tond sa pelouse. Il tond la pelouse de notre sympathique Simone Weber. C'est là que le coup de foudre va s'opérer. Les deux vont vite entretenir une liaison assez éphémère. Oui, vu qu'elle va prendre fin quelques mois plus tard seulement. En effet, le comportement de Simone est à l'origine de la séparation. Elle est jalouse, allant même jusqu'à le droguer, elle est possessive, paranoïaque, enfin, tout pour plaire. Bernard se sent persécuté et la quitte, et on peut le comprendre. Mais la séparation n'arrange rien. Simone persécute de plus belle Bernard. Elle le suit, le menace, l'épie, le harcèle au téléphone. Et c'est pire lorsqu'elle apprend que Bernard a une nouvelle compagne, Madame Nuss. Retenez bien ce nom. Mue par cet amour incendiaire, elle adresse des lettres menaçantes à Bernard. Ça sent très mauvais pour lui. Le 22 juin, des témoins affirment avoir vu Simone dans sa voiture en train de surveiller son ancien amant. Elle aurait même menacé de mort avec un pistolet à la main. Sympa. Le jour de la disparition de Bernard Etier, elle l'attendait devant chez lui, à Maxville, dans la banlieue de Nancy, pour lui demander de déboucher son évier. Mais oui, bien sûr, super excuse. Bernard s'était réfugié chez une ex en lui disant « Tu n'as pas l'air de me croire, mais elle m'attend pour me tuer. » Colette et Bernard, donc Colette, son ex, se disputent et les Hagues, qui sont les voisins de Simone, donc ces 2 octogénaires qui épient les allées et venues, vous savez, les petits vieux qui n'ont pas grand chose à faire dans les immeubles, ils affirment avoir vu un homme entrer chez Simone et ne pas en sortir. Tiens. Patricia Ether, la fille de Bernard, restée sans nouvelles depuis le 22 juin et pas du tout prise au sérieux par la police. Vous savez, dans les histoires de disparition, déjà qu'ils ne prennent pas au sérieux les mineurs qui disparaissent en disant que c'est une fugue, mais bien sûr, l'enfant avait 10 ans. Là, ils ne prennent pas du tout Patricia au sérieux. Son père est forcément parti quelque part, il va forcément revenir. Oui. Ça fait quand même pas mal de jours qu'il a disparu, mais bon. Elle va publier un avis de recherche dans l'Est républicain le 7 juillet 1985 et Didier Nuss, rappelez-vous, le fils de la nouvelle compagne de Bernard Etier, est envoyé chez Simone. Mais c'est porte close. La dame n'est pas chez elle. Of course. Mais il aperçoit la voiture de Bernard. Ça, c'est bon signe. Enfin, pas tellement. Ça renforce les soupçons de Patricia envers Simone. Si la voiture de son père est bien garée en face de chez Simone, c'est que
C'est la dernière personne qui l'a vu, logiquement. Ils en font part à la police, mais chose dingue, je ne comprends pas du tout comment c'est possible, la police laisse couler. Les autorités ne bronchent pas. Pour eux, ce n'est pas plus inquiétant que ça. La police va commencer à être alertée quand le patron de Bernard va recevoir un arrêt maladie concernant Bernard Etier. Vous pensez à ce à quoi je pense ? Oui, vous avez raison. Il s'avère que l'arrêt maladie aurait été prescrit par Pascal Lamoureux, le gendre de Simone, donc le mari de sa fille Brigitte. Et rappelez-vous, les époux Hague, donc les petits vieux qui étaient voisins de Simone, et qui avaient vu Simone arriver avec un homme chez elle et ne pas ressortir de chez elle, et ils disent que c'était à l'heure des chiffres et des lettres, donc c'est super précis, disent qu'ils ont entendu du bruit, ainsi qu'un bruit sourd, comme un corps qui tombait à terre, donc le soir du dimanche 23 juin. Et puis ils ont entendu comme un bruit d'un aspirateur mais qui ne bougeait pas. Étrange. Et le lendemain à l'aube, à travers le Judas, ils voient Simone descendre 17 sacs de poubelle de chez elle et les charger dans sa voiture. Je veux dire, même pour un ménage de printemps, c'est impossible de descendre 17 sacs poubelle et surtout à l'aube. C'est très bizarre quand même comme attitude. Et dans la journée, Simone va demander à une voisine du rez-de-chaussée des conseils pour l'utilisation d'un couteau électrique. Vous pensez à ce à quoi je pense là ? Les Hague disent même que c'était précisément l'heure de l'école des fans. Oui, les Hague sont très branchés télé pour dire l'heure. Hein. Ils disent pas l'heure 14h, 15h, non, eux c'est les émissions. La police fouille l'appart de Simone et retrouve une facture de location. Ils comprennent alors que ce que les Hague avaient pris pour un aspirateur n'était autre qu'une meule à béton. Je vous fais apparaître l'objet. Ce monstre, regardez cet engin. Ça sert à découper des murs, donc c'est ultra puissant. Ça aurait peut-être servi à découper un corps. Je dis ça, je dis rien. La police va retrouver la meuleuse que Simone avait déclarée volée, louée la veille de la disparition de Bernard dans le coffre de Simone. Tiens, encore une coïncidence. Ils retrouveront plus tard, après expertise, des traces de sang et même de chair humaine sur cette meule. Mais Simone ne se démonte pas. Elle garde son sang-froid. Elle admet, oui, j'ai bien été devant chez Bernard le 22 juin à 5h du matin, mais c'était pour mon lavabo bouché. Je voulais être sûre qu'il soit là. On la croit, oui. C'est sûr que c'est tout à fait normal de se rendre chez quelqu'un à 5h du matin, de pied ferme comme ça et d'attendre la personne. Elle ne conteste pas non plus posséder 2 fusils munis d'un système silencieux chez elle. Bon, en même temps, si la police a retrouvé ces 2 fusils chez elle, je vois pas trop comment elle aurait pu nier ça. Mais bon, la police met Simone sur écoute. Elle communique avec sa sœur, rappelez-vous, Madeleine, sa meilleure amie et sœur. Elles sont très complices et même complices tout court. En effet, elles parlent de Bernadette, qu'elles doivent changer d'établissement. Vous sentez le code que les malfrats utilisent? Ils vont pas dire Bernard, mais ils vont plutôt dire Bernadette. Ils ne vont pas dire changer le corps de place ou la voiture de Bernard de place, mais ils vont dire changer la Bernadette d'établissement. Est-ce que vous faites le lien? Et Bernadette, en effet, désignait la voiture de Bernard, qu'elle devait absolument changer de place. Et cette voiture est retrouvée dans un box en face de chez Madeleine, à Cannes. Elle le louait sous le nom de Madame Chevalier, à ses cavaliers. Autre élément à sa charge, souvenez-vous, le mariage avec Marcel Fixard. Un juge fait des recherches et découvre que Marcel n'a jamais été au courant du mariage et avait probablement été empoisonné. En effet, à l'aide de fausses ordonnances, rappelez-vous que Simone avait tout son attirail de faussaire chez elle et qu'elle s'était procuré de la digitaline. C'est un médicament qui fait accélérer le cœur à forte dose. Si sa culpabilité n'a jamais été prouvée pour Marcel Fixard, les soupçons envers Simone sont de plus en plus avérés. Le 15 septembre 1985, à Poincy, on retrouve dans la Marne un tronc humain enfermé dans une valise avec un parpaing. Impossible d'identifier le corps qui est en phase avancée de décomposition. Cependant, le groupe sanguin est le même que celui de Bernard Etier et Patricia, sa fille, reconnaît la valise. Elle est formelle. Le procès est long et malgré les accusations qui pèsent sur les épaules de Simone, la femme est solide et rigole même au nez des avocats, des jurés, des juges, et elle insulte les témoins. Les juges, les jurés. Quel culot. Elle refuse d'appeler Bernard Etier son amant et d'évoquer sa vie intime. Cela peut créer des doutes, mais je suis innocente. Je ne voulais pas que Bernard ait des ennuis à son travail. J'avais l'habitude d'utiliser sa voiture.
c'était un ami. Quant à la nature de sa relation, c'était un ami qui me rendait des services. Et malgré les témoignages décrivant sa folie amoureuse, elle nie sa relation et ne se démonte pas une seule seconde. Elle a une vingtaine d'avocats et elle va à chaque fois les renvoyer, les uns après les autres. On compte parmi eux Gilbert Collard notamment et Jacques Vergès. Elle est déclarée coupable pour le meurtre de Bernard Etier, mais pas pour le meurtre de Marcel Fixard. Et elle est condamnée à 20 ans de prison. Oui. C'est tout. Par la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle. Simone sort de prison en 1999, en novembre, et s'installe dans un petit appartement au-dessus de celui de sa sœur à Cannes. Et oui, les bonnes amitiés, on ne les perd pas avec le temps. Elle clame jusqu'à maintenant son innocence, oui, elle est toujours vivante. C'est une meurtrière âgée, vigoureuse, et elle avait toujours réclamé le numéro de Pierre Bellemare pour clamer son innocence parce qu'elle était sûre qu'il lui consacrerait une émission. Patricia Etier, donc la fille de Bernard Etier, évoque sa peine et sa rage quant à la condamnation et le fait que Simone n'ait jamais dit finalement où elle avait mis les restes de Bernard Etier vu qu'on avait retrouvé juste son tronc. Je trouve cette histoire incroyable, outre l'horreur, mais le culot de cette femme de nier et de clamer haut et fort son innocence alors que tout l'accuse, absolument tout. Je trouve ça incroyable et affreux. La première fois que j'ai entendu cette histoire, j'ai été horrifiée et je le suis toujours. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez qu'en effet elle est innocente, mais je pense pas en même temps. Dites-moi si vous avez aimé entre guillemets cette histoire et ce que vous auriez fait à la place des enquêteurs, parce que c'est quand même assez frustrant que dès le début de l'enquête, il n'ait pas pris au sérieux Patricia Etier, qui connaissait très bien la relation entre Simone et Bernard et savait ô combien cette femme était dangereuse et manipulatrice. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à liker évidemment, me suivre sur ma chaîne, sur les réseaux sociaux et me dire en commentaire ce que tu en penses et si tu aimerais que j'aborde un autre sujet. Cette vidéo a été réalisée après conseil d'un abonné sur Instagram qui voulait que je fasse une vidéo sur une femme assassin. Voilà, c'est chose faite. Il y a une autre vidéo sur une femme assassin que j'ai faite récemment, enfin pas trop récemment mais il n'y a pas longtemps, sur Lisa Montgomery. Je t'invite à aller la voir et c'est tout pour moi. J'espère que vous allez bien malgré l'annonce du 3e confinement. Voilà, sans commentaire. Et je vous laisse. And remember, you rock.